Bonjour tout le monde. Donc, on commence le cours. Je vais enregistrer d'abord. Donc, le module compilation, donc, comme j'ai dit la dernière fois, donc c'est la suite de ce que vous avez fait en N3. D'ailleurs, au début, donc on va les deux premiers chapitres, on va introduire, on va faire des rappels sur les étapes que vous avez vues. D'accord? Donc, dans le chapitre 1, donc, c'est les rappels sur les étapes de compilation, lexical, syntaxique. D'accord? Et chapitre 2, c'est la sémantique. Donc, je vérifie le son. Est-ce que vous êtes en train de voir et de m'écouter? Très bien. Oui, madame. Donc, l'enregistrement aussi. Donc, je vais continuer. Donc, je ne vais pas ici définir le compilateur et tout. Donc, donc tout ça, donc je vais directement passer au but. Donc, la compilation, donc c'est un processus, tout le monde sait qu'il permet de traduire un programme qui est écrit dans un langage source vers des instructions machine. D'accord? Bien sûr, dans les phases de compilation, on utilise une table de symboles. Donc, je vais passer directement aux phases de compilation. Donc, la première phase de compilation, c'est la phase lexicale ou bien l'analyse lexicale. D'accord? Donc, l'analyse lexique. Donc, il y a l'analyse lexicale, après syntaxique avec la génération des formes intermédiaires. Il y a l'analyse sémantique, optimisation de code objet, génération de code objet. Donc, ça, vous n'avez pas fait l'année passée. Et dans toutes les étapes, on va créer et mettre à jour une table de symboles. Et donc, pour chaque étape aussi, il y a des erreurs à corriger et à afficher et corriger. Donc, phase 1, l'analyse lexicale. Qui peut me dire c'est quoi le but de cette analyse? Ou bien qu'est-ce qu'on va générer à la fin de cette analyse? Qui peut me résumer donc l'analyse lexicale? Le but de l'analyse lexicale, si vous voulez. Vous pouvez soit écrire, vous pouvez écrire pour ceux qui ne peuvent pas parler, me dire le but de l'analyse lexicale. Donc, Ausher me dit, elle permet de générer des unités lexicales. D'accord? D'accord, c'est ça. Donc, l'analyse lexicale permet de générer des entités lexicales ou bien des objets. Donc, les entités lexicales, donc il y a dans un langage donné, si je prends un langage de programmation, il y a les mots-clés, il y a les identificateurs, il y a les séparateurs, d'accord? Donc, là, le but de l'analyse lexicale, de s'assurer que le mot utilisé appartient à ce langage-là. D'accord? Si je prends le langage C ou bien un autre langage, donc un mot-clé qui appartient à C peut ne pas appartenir à un autre langage. D'accord? Donc l'analyse lexicale permet de vérifier si le mot appartient à ce langage-là. Donc, comment elle permet de vérifier? Donc, elle lit les caractères d'entrée et produit des entités lexicales.
Donc, les entités lexicales qu'on va sauvegarder dans la table de symboles. Donc, il y a les mots-clés, les séparateurs, les opérateurs. D'accord, opérateurs, par exemple, plus, l'affectation, la division. Il y a les unités qui sont créées par les utilisateurs, par exemple, les identificateurs et les constantes. D'accord. Donc, qui peut me donner un exemple sur une erreur lexicale? Quand est-ce que le compilateur génère une erreur lexicale? Donc, d'habitude, lorsque vous programmez, le compilateur vous génère en C, en Java. Donc, le compilateur vous génère des erreurs. D'accord? Lorsque vous faites une compilation générale. Donc, quand est-ce que je peux dire que l'erreur est lexicale? Par exemple, un IDF qui commence par un numéro. Oui. Par quoi? Pardon? Un numéro. D'accord, très bien. Donc, c'est correct. Est-ce que vous avez un autre exemple? Donc, ça, c'est correct. Donc, si un identificateur commence par, si je prends l'identificateur, donc c'est l'exemple que j'ai mis ici. Donc, un identificateur qui commence par alpha, alpha C, c'est une erreur lexicale. Si ça commence par 1, donc ça, ce n'est pas un identificateur qui est correct. Un LGK. Pourquoi? Parce que il n'est pas reconnu dans le langage. Donc, si vous vous rappelez, donc il y a un automate qui permet de reconnaître tous les identificateurs. Donc, l'automate, on commence. Dans l'automate, on ne permet pas de commencer par un chiffre. On commence par une lettre. Ça peut contenir un chiffre à la fin ou au milieu, mais ça commence pas par un. Donc, ça, c'est un exemple d'une erreur lexicale. Donc, ça aussi, alpha C aussi, c'est une erreur lexicale. Donc, ici, si je prends cet exemple, l'instruction if, FI, donc, si le programmeur, par exemple, a fait une erreur, au lieu d'écrire if, dans une instruction if, au lieu d'écrire if, il a écrit FI, donc ça peut arriver. FI égale à J, then, quelque chose, la suite. Donc, c'est une erreur ici. Est-ce que c'est une erreur lexicale? Donc, le compilateur va constater que c'est une erreur. Mais est-ce que c'est une erreur lexicale ici? Oui, normalement. Non, syntaxique. Oui. Qui est en train de parler. Donc, est-ce qu'ici, c'est une erreur lexicale? C'était une erreur syntaxique. J'entends mal. Donc, j'ai entendu que il y a ceux qui me disent que c'est une erreur lexicale. Parce que le FI n'est pas un mot-clé, c'est ça? Alors, si l'entité n'appartient pas au langage. Les autres. Oui, madame, c'est une erreur lexicale. Vous êtes tous d'accord? Oui. Justement, ici, ce n'est pas une erreur lexicale. Parce que le compilateur, comment il agit pour bien comprendre l'analyse lexicale? Donc, l'analyse lexicale, c'est juste de reconnaître les entités. Donc, c'est-à-dire, si je prends ça, donc je prends même alpha C ici. Il va reconnaître FI comme un identificateur. Oui, très bien, c'est ça. Donc, je prends FI, d'accord? Il va voir est-ce que d'abord, FI, il appartient au mot-clé. Pour bien le coder et l'insérer dans la table de symboles. C'est dans l'analyse lexicale que je vais créer la table de symboles. Et donc, est-ce que FI, c'est un mot-clé? Dans un langage donné, il y a une table de mots-clés utilisés dans ce langage-là. FI n'appartient pas. Il n'appartient pas. Donc, s'il n'appartient pas, il va le mettre avec, il va voir est-ce que ça peut être un identificateur. Oui, ça peut être un identificateur. Je peux appeler ma variable FI. Je peux mettre FI égale à quelque chose. Donc, il va le mettre l'insérer comme un identificateur. Après, il va rencontrer la parenthèse ouvrante. C'est un séparateur. Il va l'insérer comme séparateur.
I comme un identificateur égale ce séparateur, ainsi de suite. Il va arriver à alpha C. Alpha C, donc, ce n'est pas un mot-clé. Est-ce que c'est un identificateur? Ça ne peut pas être un identificateur parce que ça commence par alpha ou bien par un numéro, un chiffre. D'accord? Donc ici, FI, ça peut être un identificateur. Ça commence par une lettre. D'accord? Donc, il va considérer comme un identificateur. Ici, c'est une erreur lexicale. Mais par la suite, dans une autre étape, donc il va retrouver then, mais qui n'est pas précédé par if. Dans ce cas-là, il va constater que c'est une erreur. D'accord? Donc ici, donc c'est pas une erreur. Donc je vais le mentionner. C'est pas. C'est vrai, c'est une erreur de compilation, mais c'est pas une erreur lexicale. Je vais vous donner un exemple. Ici, vous allez construire un automate déterministe. D'accord? On a vu le but de l'analyse lexicale. Donc, directement, on va construire un automate déterministe qui reconnaît les noms de procédures COBOL. Donc, COBOL, c'est un langage de programmation. Donc, vous allez me construire un automate déterministe qui permet de reconnaître seulement les noms des procédures. Donc, un nom d'une procédure, il est composé de lettres, de chiffres et de tirets. Les tirets, d'accord? Mais il ne peut pas commencer ni finir par un tiret. Il ne contient pas de tirets consécutifs. D'accord? Il peut y avoir plusieurs tirets dans notre nom, mais il n'y a pas de tiret consécutif. Il ne peut pas commencer ni finir par un tiret et la longueur ne dépasse pas 80. Donc ça, c'est le nom d'une procédure en langage COBOL. D'accord? Je vous donne 2 minutes pour me donner l'automate. 2 minutes. Essayez de faire l'automate. Alors, qui a pu faire l'automate? Soit il nous partage son automate, ou bien il m'explique il y a combien d'états et quel état vers quel état. Il nous explique. Qui a pu faire ça?
Rapidement, c'est très simple par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire. Madame, Oui. l'automate, il peut commencer par un numéro. Oui, lettres, chiffres. Ah ouais. Donc, ce n'est pas un identificateur comme vous avez l'habitude de voir. Donc, il peut commencer par une lettre, des lettres, des chiffres, mais il ne peut pas commencer par un tiret. Alors, le premier état, أنه يقدر يعاود يولي روحه avec un alpha ولا un numéro. Lettre ou chiffre, vous voulez dire, oui. ومن بعد عندنا un deuxième état. Oui, Le premier et le deuxième, un tiré, Bien. un tiré de 6. d'accord, je ne peux Oui. pas boucler avec un tiret. Très bien. Oui, ويعاود يولي le premier état un numéro ولا alpha. وليتا فينال ثاني نروحوا له غير من البروميير ايتاب نيميرو L'état final, où est-ce qu'il est l'état final? Justement ici. il est connecté avec le premier état. Donc, il y a combien d'états? Deux. Deux états ou l'état final. C'est-à-dire en tout, trois états. Oui. Donc, le troisième, il est où? Il est avec le premier. Connecté avec le premier, oui, avec un alpha ou le numéro. Mais il n'est pas déterministe comme ça. Parce que du premier vers le deuxième, une lettre et un chiffre, et du premier au troisième, une lettre et un chiffre. C'est pas un automate déterministe. Non, madame, non. Le premier et le deuxième, c'est par un tir. Ah oui, mais le premier vers le premier, c'est une Le lettre. premier vers le premier, c'est une... oui. Oui, c'est pas déterministe. Vous avez compris ce que votre camarade a expliqué, c'est correct. Donc ici, il a obligé l'automate à faire seulement un tiret. Mais du premier au deuxième, un tiret, pour ne pas... Mais le problème ici de votre camarade, c'est que le deuxième état ne peut pas être un état final. C'est ça le problème. Je ne peux pas finir avec un J'ai tiret. fait autre chose, madame. Oui. On a trois états. Oui. De l'état initial vers le deuxième état, qui est l'état final. On peut aller avec une lettre ou un chiffre. Oui. On boucle sur le deuxième état avec une lettre ou un chiffre. D'accord. Et du deuxième état vers le troisième état, on peut y aller avec un tiret. Et on boucle sur le troisième état avec un tiret. Et on peut revenir vers le... Vous bouclez avec quoi? Avec un tiret. Le mot ne peut pas contenir deux tirets. Ah, donc on enlève la boucle. Et on peut revenir vers le deuxième état avec une lettre ou un chiffre qui est l'état final. Très bien. D'accord, c'est exactement ça. Donc, c'est ce que vous avez expliqué ici. Donc, c'est l'automate que vous avez donné. Donc, l'état initial, je commence par une lettre chiffre. Je ne peux pas commencer par un tiret. Je peux faire, après la première lettre ou le premier chiffre, d'autres lettres et chiffres, ou bien juste un tiret. Mais je ne peux pas sortir. S3 ne peut pas être un état final. Je ne peux pas sortir ici. Je dois faire une lettre, au moins une lettre ou un chiffre, et je sors, ou bien je vais faire plusieurs. Et dans ce cas-là, c'est déterministe, parce que regardez ici, lettre, chiffre. Donc, si c'est lettre, chiffre, je reviens à S2. Sinon, si c'est tiré vers S3, donc il est déterministe. D'accord? Et l'état final, c'est le S2. C'est-à-dire, il faut vérifier tous les cas possibles. Je peux faire une seule lettre ou chiffre. Une lettre seulement, ça peut être une norme de procédure, ou bien plusieurs, seulement des lettres, ou bien seulement des chiffres, ou bien un mélange et je sors. Si je vais faire un tiret, je dois revenir pour sortir avec une lettre ou un chiffre. D'accord? Il reste la longueur ici, donc je ne peux pas contrôler la longueur dans l'automate. C'est pour ça on va... Bon, c'est pour ça, donc, dans tous les cas, on écrit l'analyseur lexical. Donc ça, c'est l'automate qu'on va représenter en mémoire sous forme d'une matrice. D'accord? C'est ce que vous avez l'habitude de faire. Et il
faut écrire l'algorithme de reconnaissance. L'algorithme de reconnaissance, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'entité lexicale. Donc, l'algorithme de reconnaissance, c'est en quelque sorte l'analyseur lexical. On lui donne l'entité lexicale. Donc, d'ailleurs, il lit les entités, c'est-à-dire il dépasse les blancs. Donc, il repère l'entité lexicale. Et donc, pour chaque entité lexicale, il va vérifier si elle appartient au langage ou pas. Donc, l'analyseur lexical qu'on va écrire ici, il reconnaît seulement les noms de procédures. D'accord? Je vérifie. Donc, ici, l'analyseur lexical. Donc, vous avez l'habitude d'écrire, je vais vous le donner directement. Donc, et l'analyseur lexical, il va, comment dirais-je, il va consulter, il va utiliser l'automate donné ici. D'accord? Donc, l'analyseur utilise l'automate. Comment il utilise l'automate? L'automate, il sera sous forme de matrice. C'est-à-dire, et on va parcourir donc, la première lettre et le premier état, c'est l'état initial. Donc, la première lettre. Et on va voir la première lettre avec l'état initial, vers quoi je vais aller. Est-ce qu'il y a un état possible ou pas? Donc, s'il n'y a pas un état possible, c'est-à-dire si c'est un blocage, l'entité n'appartient pas. Ou bien à la fin, si je sors avec S3, par exemple, si ce n'est pas un état final, l'entité aussi n'appartient pas. Et aussi, je dois vérifier aussi la longueur du mot. C'est-à-dire, au fur et à mesure, je dois utiliser un compteur lorsque je parcours mon nom de procédure pour... je ne sais pas pourquoi ça bloque ici. Je vais attendre un petit peu. Donc, il y a Semal qui m'a donné un automate, donc lettres, plusieurs lettres, chiffres. Donc ici, pour Semal, donc chiffre, c'est pas étoile parce que ça peut commencer par un chiffre. Et le tiret, il ne faut pas mettre étoile parce que je ne peux pas avoir plusieurs tirets consécutifs. D'accord? Pour ce mât qui m'a donné, qui m'a envoyé une solution. J'arrive pas à accéder à mon PowerPoint. C'est pas grave, je vais essayer de... Le problème, c'est bloqué. Vous êtes en train de m'écouter? Oui. D'accord. Je ne sais pas comment. Attendez, je vais arrêter le partage et repartager une autre fois. Je ferme. Je n'arrive pas à ouvrir le PowerPoint. Je n'arrive pas à... Je sais pas.
vais redémarrer. Hein. Tout est bloqué. Je vais redémarrer. Si vous m'écoutez, je vais redémarrer ma PC. D'accord, madame.
Est-ce que vous pouvez m'écouter maintenant? Oui, madame. Oui, madame. D'accord. Donc, je reviens. Donc, on s'est arrêté à l'analyseur lexical. Donc, on a donné l'automate déterministe. Donc, l'analyseur, je disais, l'analyseur lexical permet, ou bien l'algorithme de reconnaissance permet d'utiliser l'automate déterministe. D'accord? Comment il peut l'utiliser? Parce qu'on va le sauvegarder en mémoire sous forme de matrice. Alors, par exemple, c'est les lignes. Et ici, en colonne, il y a donc S1 avec lettres et chiffres. Donc, on va aller vers S2. Avec tiret, il n'y a aucun état. D'accord? Donc, de S2 avec lettres chiffres, je vais aller vers S2. Je reviens à S2. Et avec tiret, je vais aller vers S3. Donc, S3, je reviens avec lettres chiffres à S2. Et avec tiret, je vais aller nulle part. D'accord? Donc, l'automate, il va utiliser ça, l'algorithme de reconnaissance va utiliser cette matrice. D'accord? Qu'on va appeler ici T. Vous avez l'habitude d'appeler ici T. EC égale à T de ECT. Qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est une matrice. Donc, EC, c'est-à-dire l'état courant, la ligne IJ, par exemple. Vous avez l'habitude d'utiliser IJ. EC, l'état, et TC, c'est donc avec, par exemple, au début, qu'est-ce qu'on va mettre? On va lire l'entité. Par exemple, c'est le nom de la procédure. Donc, je vais mettre, par exemple, la procédure somme. Somme, puisqu'il y a le tiret, je vais mettre somme. Somme de quoi? Somme de valeur. Donc, c'est le nom d'une procédure, ici. Donc, ça contient, par exemple, un tiret. Donc, somme, S, c'est la premier caractère du nom. Donc, première lettre, c'est-à-dire S, TC égale à S dans notre cas. EC, c'est S1, c'est l'état initial S1 dans notre cas. Le compteur égale à 0. Compteur parce que la longueur ne peut pas dépasser 80 caractères. D'accord? Donc, ça, c'est l'initialisation. EC à l'état initial, compteur à 0 et TC à S ici. C'est-à-dire la première lettre du nom. Ensuite, je vais utiliser une boucle tant que pour parcourir ce nom-là. Tant que ce n'est pas la fin. Donc, par exemple, la fin ici, c'est dièse. Tant que ce n'est pas la fin du nom, dièse. Et tant que il n'y a pas un blocage. Parce que si je commence ici par un tiret, ça sera un blocage. Pourquoi? Parce que S1 avec tiret, ça va me donner un blocage. D'accord? Et je sors de la boucle. Donc, je vais enlever le tiret. Tant que ce n'est pas un état de blocage et ce n'est pas la fin du nom, du mot, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre EC égale à... Je parcours le mot en utilisant la table. Donc, c'est-à-dire S1 avec lettres et chiffres parce que j'ai S. Je vais aller vers S2. Donc, c'est-à-dire EC ici égale à S2. Et le TC va recevoir O. J'avance dans le mot. Et j'incrémente le compteur. Compteur égale à compteur plus 1. Ainsi de suite jusqu'à arriver à la fin. Donc, bien sûr, si c'est un mot qui contient, si c'est un mot correct, c'est-à-dire il ne contient pas de lettres consécutives, ainsi de suite. Après, à la fin de cette boucle, je dois vérifier est-ce que c'est un état de blocage et je vérifie aussi la longueur. D'accord? Donc, si c'est un état de blocage, je vais afficher le message non erroné. Sinon, si c'est S2, je vérifie est-ce que c'est S2 parce que c'est le seul état final. Donc, si c'est S2, c'est bon. Parce que ce n'est pas un état de blocage et c'est S2. C'est bon, mais je dois vérifier aussi le compteur. Est-ce que le compteur dépasse 80? S'il dépasse 80, je vais mettre non trop long. Sinon, je vais le coder et l'insérer dans la table de symboles. D'accord? Il ne faut pas oublier ici d'incrémenter dans la boucle tant que le compteur. Donc ça, c'est en ce qui concerne l'algorithme de reconnaissance ou bien l'analyseur lexical qui utilise l'automate déterministe. Donc ça, c'est l'analyse lexicale qui permet de reconnaître juste les entités lexicales. La deuxième phase, c'est l'analyse syntaxique. L'analyse syntaxique qui peut me dire le rôle de cette analyse syntaxique.
pouvez me le dire en chat. Donc, qui peut me dire le rôle de l'analyse syntaxique? Vérifier la forme dit Dahmani, vérifier la forme de la suite. D'accord? Définir les mots-clés. Non. Non, c'est pas définir les mots-clés. Donc, les mots-clés sont définis dans la phase lexicale. D'accord? Dans la phase lexicale, je définis les mots-clés. Dans la phase syntaxique, je vais utiliser les entités ou bien les objets qui sont définis dans la première phase lexicale, soit les mots-clés, les identificateurs, les séparateurs. D'accord? Je vais les utiliser et je vais voir est-ce qu'il y a un ordre bien précis. D'accord? La suite. Donc, la syntaxique, l'analyse syntaxique, c'est juste de vérifier la suite des objets définis dans l'analyse lexicale. Donc, je reviens à l'exemple donné tout à l'heure. L'erreur, on a dit que ce n'est pas une erreur lexicale, je n'ai pas enregistré ici. Donc, cet exemple-là, j'ai expliqué que ce n'est pas une erreur lexicale parce que FI peut être considéré comme un identificateur. Ça commence par une lettre ici. D'accord? Donc, mais lorsque j'arrive à l'étape syntaxique, je vais voir, donc, par exemple, l'instruction if. Dans l'instruction if, donc il y a ici une instruction, il y a le then, il y a le else par exemple, il y a le end if, mais il n'y a pas le if. Donc il n'y a pas l'ordre. Ça ne commence pas par un if. Il y a le then, mais il n'y a pas if avant. Donc ça, c'est une erreur syntaxique parce qu'il n'y a pas l'ordre bien précis dans l'instruction. Par exemple, même si je trouve ici if qui est bien écrit et je ne trouve pas le then, ou bien je trouve then qui n'est pas bien écrit, je peux mettre comme ça par exemple. D'accord? Donc c'est aussi une erreur syntaxique parce que le then va être considéré comme un identificateur. Il n'y a pas la suite. Il y a if, il n'y a pas then. Le else, il est facultatif. Je peux le trouver quand je ne peux pas le trouver. Mais le if et le then, ils sont obligatoires. Bon. Ça dépendra aussi des langages de programmation. Donc, ça veut dire que l'analyse syntaxique permet de reconnaître la suite des entités reconnues en lexical. D'accord? Le résultat peut être un arbre syntaxique. Le résultat de l'analyse syntaxique peut être un arbre syntaxique ou bien toute une autre forme intermédiaire. D'accord? Pour les méthodes d'analyse syntaxique que vous avez vues, donc, les méthodes d'analyse syntaxique, il y a les méthodes descendantes et il y a les méthodes ascendantes. D'accord? Donc, les méthodes descendantes, et dans les méthodes descendantes, il y a les méthodes qui sont déterministes et les méthodes qui sont non déterministes. Vous avez vu plusieurs méthodes l'année passée. D'accord? Donc, les méthodes syntaxiques, au début, c'est descendante et ascendante. Donc, les méthodes descendantes, c'est quoi les méthodes descendantes? Qui permettent de descendre. Donc, c'est à partir de l'action et par une série de dérivations, je dérive. Je vais essayer d'arriver à la chaîne ou bien à l'entité que je veux analyser. Par exemple, je veux analyser le nom de la procédure ou bien l'instruction if. Donc, l'entité que je veux analyser, est-ce qu'elle est correcte ou pas? Donc, à partir de l'action. Donc, ça, c'est la méthode descendante. Méthode ascendante, c'est l'inverse. D'accord? Je reviens sur les méthodes ascendantes. Donc, pour les méthodes descendantes, c'est-à-dire à partir de l'action vers la chaîne, il y a deux méthodes, non déterministes et déterministes. Donc, pour les méthodes non déterministes, c'est-à-dire, c'est quoi la différence entre méthode déterministe et non déterministe? C'est-à-dire, pour les méthodes déterministes, il y a un seul chemin pour voir une méthode qui permet directement de dire est-ce que c'est correct ou pas. Il n'y a pas plusieurs chemins à suivre pour voir est-ce que c'est correct ou pas. Je ne sais pas si vous avez, il y a deux méthodes qui ne sont pas déterministes. Je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà vu ça? Donc, il y a la méthode parallèle et la méthode retour-arrière. Donc, c'est des méthodes non déterministes. Donc, ce n'est pas des méthodes que vous allez utiliser. Donc, d'habitude, on l'utilise dans
Bon, c'est les méthodes qui sont anciennes. D'habitude, on utilise les méthodes déterministes. Je vais expliquer brièvement. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la méthode parallèle et retour arrière. Donc, méthode parallèle, par exemple, elle permet de faire quoi? Je dis que c'est une méthode qui n'est pas déterministe. Elle permet de construire plusieurs arbres syntaxiques. Pourquoi construire plusieurs arbres syntaxiques? Pour voir est-ce que la chaîne à analyser appartient ou pas au langage. Donc, elle permet de construire plusieurs arbres en même temps, parce que c'est une méthode parallèle. D'accord? Donc, le programme est erroné, ou bien la chaîne à analyser est erronée, c'est-à-dire elle est fausse, syntaxiquement, si tous les arbres n'aboutissent pas. C'est-à-dire, je vais essayer tous les arbres en parallèle en même temps, et je vais voir est-ce que ça... Par exemple, ici, la grammaire suivante. Est-ce qu'il me donne c'est A, B, C, S, T? Et T qui me donne soit C ou bien B. Donc, je veux analyser, voir est-ce que la chaîne C, C, A, B appartient ou pas au langage. Qu'est-ce que je vais faire dans cette méthode parallèle? Je vais construire tous les arbres possibles. D'accord? Ce n'est pas une méthode directe. Ce n'est pas une méthode déterministe. Je vais faire l'arbre S qui me donne CA, l'arbre qui donne B, l'arbre qui me donne S, C, S, T. Et je vais constater que CA, ce n'est pas le bon arbre. B aussi. C, S, T aussi. En même temps, je vais dériver le S avec un CA, C, et le S avec CAT. Le deuxième arbre avec C, B et T. Et CST et le S aussi avec CST, un autre CST. Donc, je vais construire en même temps plusieurs arbres. D'accord? Il y a la méthode retour arrière. C'est une méthode aussi non déterministe, mais un arbre à la fois est démarré. D'accord? Et si le chemin ne marche pas, on revient pour essayer un autre. Ce n'est pas en même temps comme la première méthode. Ici aussi, je vais dire que le programme est erroné si aucun chemin ne marche. Mais dans ce cas-là, dans le retour arrière, je ne vais pas essayer toutes les arbres. Je vais essayer un arbre à la fois et je reviens pour voir est-ce que ça marche ou pas. D'accord. Donc ici, pour la méthode retour arrière, donc, je vous donne l'exemple comment analyser la chaîne CCAB. D'abord, je construis le premier arbre avec CA. Donc, CA, et je vais voir la chaîne CCAB. Donc, CA, je vais voir, donc il y a la première lettre, la deuxième lettre est erronée, donc échec. Je vais voir la deuxième, avec B. Donc, B, c'est un échec aussi, parce que ma chaîne commence avec C. Donc, je vais voir le MDP, l'autre MDP, CST. Donc, avec CST, donc avec CST, je vais voir ma chaîne, donc C, ça marche. Donc pour S, je commence du début, CA. Ensuite, pour le T, je prends le premier MDP, C, et je vais voir ma chaîne, CA, donc c'est différent de B. Qu'est-ce que je vais faire ici? Donc, je prends le dernier, donc c'est pour ça qu'on appelle retour arrière, et je reviens. Donc le T, ça ne marche pas avec C, je prends le deuxième, B. D'accord? Je prends le deuxième.
Attendez. Donc, si ça ne marche pas avec C, je prends le B. Donc, il y a une égalité. Si ça ne marche pas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir à S. C'est pour ça, retour arrière. Donc, je vais essayer un arbre à la fois, ici. Si tous les arbres ne marchent pas, ça veut dire que la chaîne n'est pas correcte. Donc, ça, c'est pour les méthodes non déterministes. Le problème avec ces méthodes-là, c'est perte de temps et perte de place mémoire, parce que je dois sauvegarder, par exemple ici, je dois sauvegarder tout ça et revenir pour voir est-ce que la chaîne est correcte ou pas. D'accord? Et perte de temps et d'espace mémoire. Donc, les méthodes déterministes consistent à prendre un chemin et aller jusqu'au bout. Il n'y a pas de retour arrière, il n'y a pas plusieurs chemins. D'accord? Parmi les méthodes, donc c'est des méthodes que vous avez déjà vues. Donc, il y a la méthode descente récursive. Donc, c'est une méthode déterministe, là où vous allez écrire pour chaque nom terminal une procédure correspondante. Il y a la méthode LL1. Donc, vous avez vu la méthode LL1. On peut aussi utiliser des méthodes LLK, c'est-à-dire LL2, LL3. Donc, LL2, c'est-à-dire je prends 2 caractères. Donc, vous avez vu seulement la méthode LL1, là où vous allez utiliser un seul caractère pour voir est-ce que c'est syntactique ou pas. D'accord? Seulement que pour ces méthodes-là déterministes, il faut s'assurer de la non-récursivité à gauche. Il faut que la grammaire ne soit pas récursive à gauche pour utiliser ces méthodes non déterministes. Donc, je ne vais pas expliquer ici les méthodes déterministes, LN1, descente récursive. On va voir un exemple sur une méthode déterministe en TD. Donc, on va voir la méthode LL1 directement parce que c'est ce qu'on utilise généralement dans les compilateurs. Bon, on utilise les méthodes ascendantes, mais pour les méthodes récursives, descente récursive, ils ne sont pas vraiment utilisés. D'accord? Donc ça, c'est en ce qui concerne les méthodes descendantes. Pour les méthodes ascendantes, donc je ne vais pas donner des exemples ici, mais on va les voir en TD. On va voir un exemple de chaque méthode en TD. Méthode ascendante, c'est les méthodes qui consistent à faire l'inverse. C'est-à-dire à partir de la chaîne ou bien de l'entité ou bien du programme à analyser, faire une série de réductions. Réduire jusqu'à arriver à l'action. Si j'arrive à l'action, ça veut dire la chaîne est correcte. Si je n'arrive pas à l'action et je trouve des erreurs, ça veut dire que la chaîne n'est pas correcte syntaxiquement. Donc ici, on est bien d'accord que c'est des erreurs syntaxiques. On est dans l'étape syntaxique. Donc les méthodes ascendantes, c'est la méthode LR1 ou bien LRK. Je peux utiliser jusqu'à 2, 3, plusieurs lettres, SLR1 et LALR1. Donc, les compilateurs qui existent en littérature se basent sur la méthode LALR. D'accord? Pourquoi elle se base sur le LALR? Parce que les tables LALR, c'est des tables, comment dirais-je, plus compactes que les autres. D'accord? Mais le problème, c'est que ce n'est pas toutes les grammaires qui sont LALR1. C'est pour ça qu'on peut utiliser, dans certains cas, des tables LR et SLR, parce que si la grammaire n'est pas LALR, je suis obligée d'utiliser une table LR. D'accord? Même si elle n'est pas plus compacte. Compacte, c'est-à-dire je vais utiliser un espace mémoire, moins d'espace mémoire. Donc, juste, bon. Vous n'avez pas de questions, puisque c'est des rappels. C'est pour ça que vous n'avez pas posé de questions. Vous pouvez poser des questions en même temps, d'accord? Vous pouvez m'arrêter en même temps. Sinon, je continue. Donc, il y a l'étape suivante après l'étape syntaxique. Il y a l'étape de génération de formes intermédiaires. Donc, les formes intermédiaires,
Donc, le but de générer les formes intermédiaires, c'est pour faciliter l'exécution des programmes. D'accord? C'est une phase optionnelle, juste pour faciliter l'exécution des programmes. Donc, les formes intermédiaires, donc, il y a la forme postfixée, forme préfixée. Je ne sais pas, peut-être vous n'avez pas vu la forme préfixée, vous avez vu seulement la forme postfixée. Mais juste, il faut comprendre qu'il y a une autre forme qui est préfixée, c'est l'inverse de la forme postfixée. Dans la forme postfixée, par exemple, si je dis A, B, A plus B, la forme postfixée, c'est A, B, ensuite plus. Et ici, c'est l'inverse. Si je dis A plus B, je commence par l'opérateur, ensuite les opérants, A et B. D'accord? Donc, les quadruplés, donc c'est un quadruplé qui contient l'opération, l'opérante 1, l'opérante 2 et le résultat. On va voir des exemples. Donc, les triplés, donc vous n'avez pas vu aussi. Donc, c'est un triplé, ce n'est pas un quadruplé parce que le résultat n'est pas sauvegardé dans le donc, quadruplé ici. La différence entre quadruplé et triplé. Donc, ici, on a A, B par exemple. Le résultat, il est sauvegardé dans T1. Dans un triplé, ça sera la même chose, plus AB, mais il n'y a pas le T1. Comment je vais récupérer le résultat? C'est le numéro de triplé. C'est ça la différence seulement entre quadruplé et triplé. Donc, par exemple, ici, c'est le triplé numéro 14. D'accord? Donc, ici, pour récupérer le résultat de A plus B, je vais mettre T1. Par exemple, j'ai besoin de T1 fois C. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? C'est je vais dire que le triplé numéro 14, le résultat, il est dans le triplé numéro 14. Donc, il y a aussi une autre forme intermédiaire, il y a là les arbres abstraits. D'accord. La phase 3, c'est-à-dire après la phase syntaxique, donc phase 1 lexicale, phase 2 syntaxique. Donc, je n'ai pas compté la phase génération des formes intermédiaires, je l'ai compté avec la phase syntaxique. D'accord? Analyse syntaxique et génération des formes intermédiaires. La phase 3, c'est l'analyse sémantique. On va voir en détail dans le chapitre 2. Juste, il faut comprendre que c'est une étape qui est liée à l'étape syntaxique. Pourquoi elle est liée à l'étape syntaxique? Parce que il y a la grammaire syntaxique, on va utiliser la même grammaire, l'ordre syntaxique, juste quelques modifications sur l'analyse syntaxique. D'accord? Elle se base sur une grammaire sémantique qui est créée à partir de la grammaire syntaxique. Et il y a soit l'analyse ascendante ou bien descendante. Donc, soit l'analyse ascendante là où je dois décomposer la grammaire, ou bien descendante là où je dois insérer des noms, des terminaux dans la grammaire. D'accord? Juste, il faut comprendre qu'elle est étroitement liée à l'étape syntaxique et elle se base sur une grammaire sémantique qui est créée à partir de la grammaire syntaxique. Phase 4 que vous n'avez pas encore vue, c'est l'optimisation du code objet. Optimiser un code, donc ça aussi on va faire par la suite un chapitre bien détaillé. Donc, juste, il faut comprendre le but ici. Le rôle de l'optimisation, c'est d'améliorer le code généré par le compilateur. Donc, s'il y a des compilateurs qui ne possèdent pas des optimisations, qui ne font pas de l'optimisation, d'accord? C'est de bons compilateurs. D'accord? Ils font de la compilation, ils compilent le code ou bien le programme écrit, mais ils génèrent pas ils n'améliorent pas le code généré par le compilateur. C'est-à-dire que ce n'est pas le meilleur code généré. Meilleur code généré en termes de quoi? En termes de temps d'exécution et d'espace mémoire. Lorsque le compilateur possède un optimisateur, on appelle ça les optimisants. Lorsque le compilateur possède un optimisateur, ça s'appelle optimisant. Donc, dans ce cas-là, le code généré sera un code meilleur.
bien sûr, un exemple d'optimisation, c'est éliminer les variables qui ne sont jamais utilisées. Des fois, vous déclarez une variable au début de votre programme. Par la suite, vous allez dire que je vais utiliser la même variable, déclarer J. Ensuite, vous allez dire je peux utiliser la variable I. Et vous allez oublier d'enlever J de la liste des variables déclarées. Ça peut arriver fréquemment. Vous pouvez utiliser aussi des fonctions, créer des fonctions que vous n'allez pas utiliser. Le compilateur peut constater que la fonction n'est pas utilisée, il peut l'éliminer. Pas du code source, mais bien sûr du code généré. Donc, il y a les boucles imbriquées. Donc, ça peut être, on peut faire de l'optimisation, surtout dans les boucles, surtout dans l'appel des fonctions, parce que ça consomme plus de temps d'exécution et d'espace mémoire. Donc, ça, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que le rôle de l'optimisation, c'est pour avoir un code meilleur que le code généré en termes de temps d'exécution et d'espace mémoire. Donc, la phase 5, c'est la dernière phase de la compilation, la phase la plus importante. Toutes les phases sont importantes. Donc, ça, c'est la dernière phase. Son but, c'est d'engendrer le texte objet, le code objet, c'est-à-dire le code compris exécuté par la machine. D'accord? Donc, la phase génération de code, elle a un programme compilé, c'est-à-dire qui passe par toutes les étapes. Donc, il y a compilé, c'est-à-dire il n'y a pas d'erreur ni lexicale, ni syntaxique, ni sémantique. Il n'y a aucune erreur, donc c'est un programme compilé sous forme, par exemple, quadruplée ou forme postfixée, d'accord? Donc ça c'est l'entrée, donc ça c'est la phase génération de code objet. L'entrée, c'est le programme compilé et produit comme sortie le programme cible, ou bien le code objet, qui est compris, exécuté par la machine. D'accord? Donc c'est ça. Donc, j'ai expliqué brièvement toutes les étapes, ce qu'on va faire dans toutes les étapes. Est-ce que vous avez des questions juste ici ou bien je vais m'arrêter là si vous n'avez pas de questions? Est-ce que vous avez des questions? Donc, si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter là. Très bien, pas de questions. Donc, d'habitude, pour le TD, d'habitude, je ne commence pas la première séance. D'accord? Mais puisqu'on n'a pas les salles de TD, c'est-à-dire la semaine prochaine, c'est possible qu'on ne peut pas faire le TD. Il n'y a pas des salles de TD disponibles. Donc, je préfère faire une séance aujourd'hui et la semaine prochaine, on va faire le cours seulement présentiel. Je préfère faire une petite séance aujourd'hui, peut-être 1 heure. D'accord, à 13h30. Je vais commencer. Je vais vous envoyer. Donc, ça sera une série sur les étapes syntaxiques, sémantiques. C'est une série rappel aussi sur les premières étapes. D'accord? Donc, on va faire une séance à 13h30 aujourd'hui. On va commencer le premier exercice. Donc, je vais vous envoyer le... Oui, ça sera 1 semaine sur 3, c'est-à-dire la semaine prochaine, normalement, c'est le présentiel. Donc, le cours en présentiel, ça sera 1 heure, donc par groupe. Le premier groupe à 1 heure, le deuxième, le premier à 13 heures, le deuxième à 14 heures, je crois, quelque chose. Et les 2 autres semaines, c'est en ligne. 3e sera en présentiel. Normalement, c'est ça. Mais entre-temps, donc vous avez seulement dans l'emploi du temps, je crois que vous l'avez l'emploi du temps, il y a seulement les cours.
parce que pour votre section, on n'a pas encore retrouvé on n'a pas accordé les salles de TDTP. Donc, d'accord. Donc, on va se rencontrer l'après-midi à 13h30. Donc, je vais vous envoyer maintenant la série. Vous allez voir, on va faire l'exercice 1. On va faire juste l'exercice 1 pour commencer. D'accord, je vais vous envoyer la série. Allez, après, on va se rencontrer. D'accord? Allez, tout à l'heure. Merci, merci.